Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le district de Sam dans la province du Wellington retrouve petit à petit la vie après le passage d'un violent orage ayant ravagé la toiture de l'école protestante. Aujourd'hui, grâce à une bonne volonté, les travaux de réhabilitation de cet établissement vont bon train. C'est du moins ce que nous rapporte Euphrem Biyogo-Edzo dans ce reportage. Voici à quoi ressemble désormais le district de Sam dans la province du Wellington après le passage d'un violent orage qui a emporté à son passage plusieurs toitures domestiques, dont celle de la seule école primaire protestante de la localité. Depuis lors, les élèves éprouvent des difficultés non seulement pour pouvoir suivre les cours dans un cadre décent, faute de structures d'accueil, ce malgré des multiples appels lancés par la communauté villageoise à l'endroit de Jean-Jacques Ndoré-Kouagué, président de l'église évangélique du Gabon. Comme toujours, l'homme a fait fi de toute aide de sa part. Je reconnais, je sais bien que Mme Yaman Setoumé étant ici avec toute la délégation, avec tout ce qu'on a vu comme travail, comme matériel, c'était à la disposition des Yan du Toum, qui a déposé tout ce matériel-là. Si au jour d'aujourd'hui, les travaux avancent, bon, je n'ai pas encore vu le bien des 10 millions. Je n'ai pas encore vu le bien des 10 millions. Je sais mais qu'à partir de là, les travaux que je vois, ce sont les briques des Yan du Toum, les fers, c'est pour les Yan du Toum. Et certains travailleurs qui sont là, c'est pour les Yan du Toum. Il a fallu quelques bonnes volontés de la contrée pour permettre à ses enfants de retrouver le chemin de l'école. L'une d'elles a d'ailleurs fortement contribué en mettant l'une de ses bâtisses à la disposition des apprenants. Elle sert désormais d'établissement scolaire en attendant que les travaux de réhabilitation de cette structure prennent fin, dont le coût des travaux est évalué à 14 millions de francs CFA. Avec ses moyens propres, a pu d'abord commencer les travaux sans pourtant avoir remis de l'argent à qui que ce soit, sauf au bureau qui supervise les travaux, c'est-à-dire le bureau du centre SAM, qui était effectué du commandant de brigade, de certaines personnalités, des chefs de village et des chefs de regroupement. Je sais que sur le terrain, Yan du Toum a mis l'argent, a mis les gens pour travailler, elle a mis aussi l'argent. C'est ce que vraiment j'ai vécu. Aujourd'hui, les travaux de cette enceinte de plusieurs salles de classe se poursuivent, fruit d'une cohésion parfaite entre l'enchère Laure et Yan du Toum et les populations du district de Sam. Après la province du Wellington, place à celle du Moyen-Ogooué où un incendie ravageur a été déclaré au quartier Aéroport dans le 2e arrondissement de la commune de Lambaréné. Les raisons de cet incendie demeurent jusque-là inconnues, mais les riverains, eux, déplorent la non-intervention des soldats du feu. Reportage. Terre des lieux et il peut faire un dernier tour d'horizon et en prenant quelques photos, tout stoïque. Difficile pour ce père de famille de retrouver rapidement le sourire, étant donné que le fruit de ses durs labeurs a été réduit littéralement en cendres. En arrivant, il n'a fait que constater les dégâts. L'incendie s'est déclaré en début d'après-midi. Nous sommes ici au quartier Aéroport dans le 2e arrondissement de la commune de Lambaréné. Ce sont ainsi 5 appartements plus une épicerie tenue par un ressortissant ouest-africain qui ont été ravagés, consumés par les flammes. Malgré la bonne volonté des riverains, rien ou presque n'a été récupéré. Armand a assisté à l'embrasement comme les autres. Malgré la chaleur, on a essayé un peu de prendre le sable, mais on ne pouvait plus. Et même le boutiquier qui n'avait rien récupéré, même ses papiers. Les raisons de l'incendie restent inconnues, mais selon certains témoignages concordants, une enfant de 5 ans serait à l'origine. En jouant avec ses congénères, elle aurait mis le feu sur un matelas à l'aide d'une boîte d'allumettes, toute chose qui a créé la panique dans le voisinage, d'où ce capharnaüm ou des effets de maison disposés de manière éparse à travers les différentes cours. Cette maison en bois a résisté miraculeusement aux flammes. Rappelons que le quartier ne dispose pas de pompes publiques ou privées. La plus proche est située à plus de 800 mètres. Les populations s'approvisionnent à l'aide des puits, ce que dénonce ce riverain. Là, tu voyais, la construction ici, elle est anarchique, par exemple.
Donc quand les maisons prennent feu comme ça, nous avons même des difficultés. Tantôt quand ça prend feu devant nous, nous regardons, mais nous n'avons pas assez de capacité pour pouvoir arrêter le feu. Et voilà ce qui fait qu'on se retrouve dans ce genre de comportement de ce que vous voyez. Pendant ce temps, les habitants de Lambaréné en général et du 2e arrondissement en particulier continuent d'attendre la caserne de sapeurs-pompiers promise par les pouvoirs publics. Dans ces zones aux constructions contiguës et anarchiques, les incendies sont légion. Toujours dans le Moyen-Ogooué, mais pour parler d'éducation, cette fois-ci, après une année scolaire entachée de grève, l'heure est à présent au bilan et à la préparation des examens qui pointent déjà à l'horizon. À cet effet, les différents candidats aux examens ont reçu des séances de remise à niveau. Reportage. Silence, ici on travaille ou même on prépare les examens qui pointent à l'horizon. Comme partout ailleurs, c'est la grande répétition générale. Au lycée et collège Monseigneur Jean-Baptiste Adiwa de Lambaréné, établissement confessionnel, la direction en organisant cette deuxième série d'examens blancs conforte son rang de pôle de référence en matière de résultats dans le Moyen-Ogooué. Après février dernier, les candidats se retrouvent à nouveau. Si pour les candidats au BEPC, qui seront 116 cette année, ont démarré par les matières scientifiques, c'est-à-dire mathématiques, SVT et sciences physiques, les choses se passent pour le mieux, il faut le signaler. La direction a estimé que c'était souhaitable de préparer les enfants quelques jours avant l'examen national, le BPC. Ceux des terminales ont démarré par les épreuves de sport à l'écrit, sciences économiques pour les séries B, avant la philosophie pour le gros du groupe. Là aussi, pas de souci majeur. Là, maintenant, avec le premier examen, déjà, ils ont pris contact, même avec les papiers d'examen, déjà, oui, et avec cet examen là-bas. Et puis, on a vu les résultats, c'était vraiment catastrophique. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils sont vraiment dans le bain de l'examen déjà. Et là, ça va les conduire directement vers le vrai bac. Et là, vraiment, ça fait partie des stratégies de l'établissement. Ça fait partie de nos stratégies pour bien préparer nos candidats au baccalauréat. Et en tout cas, puisque ça a toujours porté son fruit. Donc, c'est pour ça que nous organisons toujours des examens blancs. Ce sont ainsi 126 candidats qui seront présentés au bac cette année 2017. Même son de cloche, même ambiance et même atmosphère au lycée privé Jean-Vienga Mamumba qui présentera 147 candidats au BEPC et bac combiné. Ici également, on fourbit ses armes. La course aux résultats et à la performance se prépare d'ores et déjà. Toutes les conditions sont réunies. Les surveillants et les autres enseignants sont dans les salles de classe. Les sacs sont dehors. Chaque élève, chaque candidat est devant son numéro. Ça se passe bien. Les enfants ont commencé avec quoi pour les premières épreuves? Bon, première épreuve, ils ont commencé avec le français. Le troisième avec l'étude texte, 1h30. Bon, après l'épreuve d'étude du texte, ils sont passés à la compétition française. Bon, nous allons terminer avec l'orthographe. L'objectif est donc clair, rôder les candidats, les mettre sur les bons rails et relever le niveau de ces derniers avant le grand jour dans une année qui a été littéralement foudroyée par les mouvements de grève. Les résultats seront connus très prochainement de manière solennelle. Un mot de santé. Dans ce journal, la drépanocytose, cette maladie génétique, reste jusqu'à ce jour incomprise des populations. Occasion pour notre rédaction de revenir sur les causes, le traitement et les symptômes de cette maladie. Reportage. La drépanocytose est une maladie génétique due à la mutation d'un seul gène qui se caractérise par l'altération de l'hémoglobine, la protéine assurant le transport du dioxygène dans le sang. C'est une maladie pouvant affecter presque tous les organes avec des complications aiguës, souvent déclenchées par des facteurs environnementaux. Maladie répandue, la drépanocytose est la première maladie génétique avec près de 50 millions d'individus atteints et environ 300 000 naissances par an dans le monde. La drépanocytose soulève de nombreuses questions médico-sociales concernant sa prise en charge, dépistage, prévention, traitement et accès aux soins. L'affection se signale chez le nourrisson, mais n'est d'ordinaire pas manifeste à la naissance. Les symptômes de cette maladie peuvent apparaître dès l'âge de 2 à 3 mois, date d'apparition de la chaîne bêta de l'hémoglobine.
On distingue les complications aiguës qui nécessitent une intervention rapide et les complications chroniques qui prennent une part croissante dans la prise en charge de la maladie. Il existe néanmoins des traitements dans les transfusions sanguines qui pourraient diminuer sensiblement les risques d'accidents vasculaires cérébraux, et nous avons aussi les greffes de moelle osseuse qui est potentiellement curative, mais cependant elle est une technique lourde, coûteuse, avec des risques. Au Gabon, 2 cas ont eu recours à cette procédure et se portent bien. En somme, une meilleure compréhension des facteurs environnementaux permettrait de préciser les conseils aux patients atteints de la drépanocytose et améliorer leur qualité de vie. Les locaux de l'école normale supérieure ENES ont servi de cadre à une assemblée générale du personnel du Centre national des œuvres universitaires suite à la grève lancée depuis quelque temps. Je vous invite à suivre ce reportage que nous propose Euphrem Biyogo Edo. Le Centre national des œuvres universitaires est resté fermé pour cause. Ses agents demeurent dans l'impasse plusieurs jours après le mot d'ordre de grève générale lancé par ces agents. Ils réclament les paiements de la prime de rendement et d'autres avantages liés à leur service. Ce matin, plusieurs de ces agents étaient réunis dans l'enceinte de l'école normale supérieure pour réclamer leur dû avant de poursuivre leur lutte au quartier Nicolas, fief et lieu par excellence où sont basés les responsables de cette entité. Il faut le dire ici, la grave crise financière que connaît le pays n'épargne aucune entité. Des tensions sociales sont signalées ça et là, sans que cela n'interpelle les personnalités en charge de ces départements. Les pères et mères de familles nombreuses sont voués à la mendicité. Leur seule erreur est d'appartenir à la classe des non-émergents. Sous d'autres cieux, l'émergence est palpable et visible, car là-bas, l'économie est réellement en marche. Autre assemblée générale, celle des agents de Satram à la base d'Ovendo, les 4 mois de salaire impayés et le refus de l'ancien directeur général après s'être évincé de céder la place au nouveau DG entrant sont entre autres les mécontentements observés, j'y arrive, au sein de cette entreprise. Reportage. Plus rien ne va à la société d'accounage, de transit et de manutention Satram. Les agents de cet opérateur, notamment ceux de la Barse d'Ovendo, sont sortis de leur silence ce matin à la faveur d'une importante assemblée générale de détermination face au double problème de salaire impayé depuis 4 mois et de bicéphalisme à la tête de l'entreprise. Sur le premier point lié au salaire, les agents s'engagent fermement pour que cette question soit résolue. Et plus que grave, très grave, sauf si toi tu ne vis pas cette situation, mais moi je la vis. Parce que j'ai perdu des collègues à Port-Gentil à cause de 2 000. J'ai perdu des collègues à Port-Gentil à cause de 5 000. Nous avons perdu des hommes et des femmes que nous connaissions, que nous avons chéris à cause de 12 000. Parce que les arriérés de salaire sont devenus monnaie courante. Cette situation nous amène et nous interpelle tous à prendre nos responsabilités et des engagements clairs et véritables. Il n'est plus question qu'on dise que c'est pour l'autre. Non, il est question que tous, autant que nous sommes, puissions nous approprier Satram. Quant au second problème sur le bicéphalisme à la tête de Satram, animé d'un élan de solidarité et de respect de la décision de justice qui a confirmé l'éviction du précédent directeur général par le conseil d'administration, les agents font désormais allégeance à la nouvelle administration. Nous disons oui à l'arrivée de M. Mohamed. Nous disons oui à l'arrivée du nouveau conseil d'administration. Nous disons oui à la nouvelle politique qui va être un sujet, qui va être impulsé par M. Mohamed. Mais nous disons non aux imposteurs. Nous disons non aux imposteurs. Parce qu'on ne peut pas être directeur général d'une telle entreprise, 1000 et quelques personnes, et affamer les gens, tuer les gens comme on a envie de le faire. C'est pas possible. C'est pour cette raison que vous qui êtes travailleurs, Satram Ovendo, devrez à partir de ce matin vous mettre sous les ordres de M. Mohamed Aïtida, qui est le nouveau directeur nommé par le nouveau conseil d'administration qui a été tenu, je crois, il y a 1 ou 2 ou 3 semaines au Maroc et certainement aussi à Port-Gentil, par M. Aziz, qui est l'actionnaire principal aujourd'hui. Je reviendrai là-dessus demain avec un peu plus de détails. Mais pour l'instant, je suis venu pour dire ce qui s'est fait ici, se fait à Port-Gentil, se fait à Gamba et se fait à Rennes.
nous n'avions plus un autre directeur que moi-même. Il est reproché à l'ancien directeur général la méconnaissance du management, l'absence de politique adéquate pour redresser l'entreprise qui sombre chaque jour. Aussi, tous les entretiens préalables au licenciement initiés par l'administration précédente sont devenus caducs. Nous poursuivons avec Maître Rufin Nkoulou Ondo, avocat de la société EGCA Satram, qui était devant la presse pour rassurer ces derniers du bon fonctionnement de cette entreprise et de l'administration, ce malgré quelques difficultés observées. Nous l'écoutons au micro de Frem Biyogo Edo. Certains actes authentiques, notamment les actes notariés, peuvent être déclarés exécutoires en République gabonaise du moment que ces actes ne portent pas atteinte à l'ordre public. Comment cela se fait-il qu'un acte notarié, premièrement qui est en contestation, va faire l'objet d'une procédure d'exéquatur au Gabon? Et pourquoi est-ce qu'il est contesté cet acte? Il est contesté parce qu'il est en effet en porte-à-faux non seulement avec la loi française, mais aussi du point de vue de la loi gabonaise. La loi française autant que gabonaise pose le principe d'une quotité successorale, c'est-à-dire que un responsable de famille, un père, une mère, ne peut pas totalement déshériter ses héritiers. Absolument pas. Il y a toujours, quel que soit l'état de colère, à moins que ces héritiers aient posé des actes des plus gravissimes, il y a une quotité successorale qui existe. Et même en droit malakite, qui est le droit des musulmans, le principe d'une donation est totalement acquis, mais il demeure toujours une quotité absolue. Et donc là, on se demande comment cette ordonnance a pu être rendue et consacrer le sens d'un testament qui n'a même pas prévu une quotité aux enfants du défunt Lassène pour que le légataire universel puisse en effet s'en prévaloir. Une autre curiosité des plus pyramidales, c'est que lorsqu'on fait donation d'un immeuble à un légataire universel, comme c'est le cas, le consentement du légataire universel est manifeste et doit se faire avant le décès du donataire. Nous n'avons aucune preuve dans le dossier qui atteste effectivement que ce consentement ait été marqué. Alors se pose une question. Qu'est-ce qui a amené le juge gabonais à se précipiter, à reconnaître un testament contesté en France, sans accuser le juge qui a rendu un dossier sur lequel nous reviendrons avec plus de détails au cours de nos prochaines éditions d'information. Poursuivons avec la deuxième édition des Journées nationales de la sécurité intérieure qui n'est pas passée sous silence à Libreville, occasion propice pour nos agents de sécurité de procéder au don de sang en vue de sauver des vies. Reportage. Parce que donner du sang, c'est sauver une vie, que les agents des forces de sécurité et de défense, à l'occasion de la deuxième journée nationale de la sécurité intérieure, ont volontairement donné de leur sang, ce précieux liquide rouge. Un don qui arrive à point nommé quand on sait que la demande est largement élevée au-dessus de l'offre. Cette initiative des forces de défense devrait pousser à une prise de conscience collective des administrations, des entreprises et même de la population. Faire un don de sang
permet également de connaître son statut sérologique et d'être averti à temps, si l'on est porteur d'une maladie telle qu'elle soit. Rappelons à toute fin utile que la deuxième édition de la Journée nationale est célébrée sur le thème « La police, régulateur du vivre ensemble dans la cité ». Un vivre ensemble qui se traduit aussi par cet acte qui peut sauver de nombreuses vies. Des magistrats de la Cour pénale internationale sont à Libreville depuis quelques heures. En images, nous vous proposons la rencontre avec le camp de Jean Ping. Les juges de la Cour pénale internationale sont à Libreville depuis quelques jours. Pour preuve, la rencontre tenue avec les membres de la société civile gabonaise d'une part et les personnalités politiques pro-Ping d'autre part. Cette rencontre est née au lendemain des événements post-électoraux qui ont largement perturbé la quiétude des Gabonais. Cette enquête préliminaire qui est à mettre à la demande du gouvernement permettra aux magistrats de la CPI de récolter un maximum d'éléments pouvant justifier les raisons d'une ouverture d'enquête devant permettre à ces derniers de mettre la main sur les présumés auteurs et complices des actes barbares qu'a subi la population gabonaise lors de cette période de crise. Des contacts entre ces émissaires et les familles des victimes sont sur le point de se tenir. Chacune des parties apportera un élément nouveau au puzzle, lequel définira les parties impliquées dans les massacres du 31 août 2016. Un mot de sport avant la clôture de ce journal. Le tournoi inter-arrondissement de football dénommé Clash se poursuit dans la commune d'Akanda pour l'étape des quarts de finale. C'est le stade annexe de l'Amitié à Ngonje qui a abrité ces 10 matchs. Reportage. Avec près de 24 équipes en lice lors du coup d'envoi du tournoi inter-arrondissement dénommé Clash, la prestigieuse compétition poursuit ses activités. C'est dans le stade annexe d'Angonje que les responsables de cet événement sportif ont choisi pour l'étape des quarts de finale. Et pour ce faire, 4 équipes étaient opposées, à savoir M5 opposé à Easy et Akanda 2 face à Dream Team. Un tournoi qui vise essentiellement la détection des jeunes talents, comme signifié ici par l'un des responsables. Avec 4 équipes dès le départ, et ensuite on est passé à la phase des 16e de finale, ensuite des quarts de finale avec une montée crescendo dans l'organisation. C'est impeccable parce que les équipes ont compris le huilage du système de compétition encore là. Les équipes ont elles-mêmes compris l'importance d'être beaucoup plus dans la compétition, les heures à l'air, dans les heures de transport et dans les heures de match notamment. Et puis pour le but spectacle, dans les standards habituels à une moyenne de plus de 3,44 buts par match, c'est un total plaisir pour cette compétition-là. Mais le plus important reste quand même le fait qu'on continue toujours à détecter les talents, à regarder les joueurs qu'on avait commencé à peaufiner depuis le départ en listant et qu'on continue à prospecter aujourd'hui pour la direction technique nationale, mais aussi surtout pour Sisma Sport qui a un objectif assez précis d'avoir un quota de 3, 4, 5 joueurs qu'il pourrait essayer de placer dans des clubs locaux et même des clubs internationaux. A donc été joint l'agréable à travers le 12e homme qui n'est pas resté en marge en offrant une ambiance plutôt bonne enfance. Le rendez-vous a donc été pris pour ce samedi au stade Nzayon dès 18h pour l'étape des demi-finales du tournoi Clash Football. Voilà, c'est la boucle de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le même plaisir à vous informer lorsqu'il sera 23h. Au revoir.